Franck Tapiro, qui est avec nous aujourd'hui. On connaît votre engagement, bien évidemment, Franck Tapiro. Quel est votre sentiment sur ce qui s'est passé samedi soir ? En fait, il y a plusieurs propos très graves sur ce plateau. On va d'abord parler des propos en eux-mêmes. Comparer Gaza à Auschwitz, évidemment, c'est totalement ignoble. Parce que dans un cas, Gaza, c'est un conflit qui a été déclenché par le Hamas le 7 octobre. Ce qu'a rappelé d'ailleurs Léa Salamé. Parce que de temps en temps, elle ponctuait par des vraies informations. Elle disait, 7 octobre, le Hamas a commis un attentat ignoble. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais juste après, ce qui est incroyable, c'est qu'on compare à Auschwitz, qui est pas du tout un conflit. Auschwitz, c'est pendant 2 ans, on a tué 1 million de personnes. 25 000 femmes, enfants, hommes, vieillards, qui étaient exterminés chaque jour, chambre à gaz, balles dans la tête, brûlés dans les fours crématoires, très très loin, vous savez, de l'Allemagne, pour justement éloigner un petit peu l'horreur. Donc ça n'a absolument rien à voir. Il y avait une intention génocidaire annoncée du Troisième Reich depuis longtemps, qui a été perpétrée pendant toute cette Seconde Guerre mondiale, surtout à partir de 42, 43, 44 et 45, où il y a eu énormément d'exterminations à Auschwitz. Donc comparer les deux, c'est absolument épouvantable. Mais regardez, d'ailleurs, bon, il faut le dire, et vous l'avez fait, Thierry Ardisson a vite réagi, il s'est excusé, il a demandé pardon plutôt à la communauté juive. C'est un petit peu maladroit, autant que ses propos, parce que je pense qu'il faut s'excuser tout court et demander pardon aux Français qui, d'abord aux justes, n'oublions pas, c'est juste qu'ils se sont battus pour protéger les Juifs pendant la guerre, et puis aux chrétiens. Pourquoi ? Parce que en Orient, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les chrétiens sont massacrés dans l'indifférence totale par les islamistes. Donc eux aussi peuvent être choqués par ce genre de choses où on masque finalement une forêt d'indignité par un petit bonsaï. Et moi je voudrais pas minimiser ce qu'a dit Thierry, mais au moins Thierry s'est excusé. En plus, on se connaît, c'est vrai qu'il a défilé le 12 novembre, faut pas oublier, contre l'antisémitisme. Il a expulsé, vous l'avez vu, Manu Militari, Dieudonné de son plateau après un face-à-face en 2004. Donc c'est vrai que c'était très surprenant. Mais il faut regarder aussi ce qui s'est passé sur le plateau. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo hier que j'ai postée sur Raphaël Pitti, qui est évidemment un homme politique. Certes, il est médecin, urgentiste, réanimateur, mais un homme politique qui se présente, et c'est pas neutre, sous la bannière Nouveau Front Populaire en juillet 2024 aux législatives, 5e circonscription de Hauts-de-Seine, et il est dans le mouvement de Glucksmann, qui est le compagnon ou le mari de Léa Salamé. Alors je me dis, c'est un peu rapproché tout cela. Bon, moi je suis pas allé sur ce terrain-là. Je suis pas allé sur ce terrain-là. D'abord parce que je n'imagine pas qu'il y ait forcément, j'imagine pas qu'il y ait un rapport. Pour tout vous dire, et que Léa est une journaliste remarquable, oui, et que je ne pense pas que son invitation soit liée à cette proximité. Je ne le crois pas. D'ailleurs, j'ai pas cité ce matin une seule fois Léa Salamé dans ce que nous avons fait sur CNews. C'est votre liberté. Je vais étayer mes propos. Vous allez le voir pourquoi. Parce que d'abord, Léa ne le présente pas comme un homme politique. Elle le présente uniquement comme un médecin. Donc c'est une faute parce que les gens sur le plateau et dans le public et les téléspectateurs ne savaient peut-être pas le pédigré. Je vais revenir sur ses propos. Deuxièmement, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que, et elle le fait, je l'ai dit, très justement, elle parle du 7 octobre, du Hamas, etc. Mais quand Thierry Ardisson parle de Gaza en disant, on savait, qui annonce derrière, qui étaye ses propos, c'est elle, alors qu'elle aurait très bien pu le faire en direct. Et après, troisième argument, le plus grave, c'est une émission, vous le savez, on connaît par cœur la télé, qui est enregistrée le jeudi, je crois, après toute la journée. Le vendredi. Ou le vendredi. Le plateau en question, je me suis renseigné, parce que les gens étaient là et étaient outrés, a duré plus de 45 minutes, ce qui est très long. Et après, ils se voient pour décider les séquences qu'il faut conserver ou non. Et là, ça n'a donc choqué personne. Parce que ça choque en direct. Tout le monde a été choqué en regardant la vidéo, c'est normal. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que les séquences enregistrées, en différé donc, enregistrées, ont été gardées et conservées pour la diffusion publique du samedi soir. C'est ça qui est le plus ignoble de tout. Parce qu'on aurait très bien pu couper cette séquence, ou alors l'encadrer d'un avertissement, ou d'un petit propos, pour montrer que, évidemment, nous ne cautionnons pas cela. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le lendemain matin, Thierry Ardisson s'excuse. J'attends toujours, moi, les excuses de Léa Salamé et de la production, puisque ce sont eux qui ont décidé de faire ce montage-là. Donc ça, il faut le dire. Mais attention, ça va beaucoup plus loin. Raphaël Pitti, il n'a pas dit que ces choses-là sur le plateau. Moi, je pense qu'il a dit il y a même pas un an, juillet 2024. Il fait les législatives, et dans les rues de Levallois, ça fait partie de la circonscription, de la 5e des Hauts-de-Seine, des gens l'interpellent en disant, on vous a entendu chez Jean-Jacques Bourdin tenir des propos ignobles. On les a entendus un petit peu. Le Hamas est un mouvement de résistance. Il a dit qu'il a permis au peuple palestinien de relever la tête, et il parle du ministre de la Santé du Hamas comme un homme admirable. Vous savez ce qu'il répond aux gens dans la rue ? Ça a été filmé, ça se retrouve sur YouTube. Il a dit, mais je suis obligé de faire ça. Si je ne dis pas ça, le Hamas peut ou m'empêcher de rentrer, ou pire, m'assassiner. Mais je vais vous dire, quand on est médecin,
et qu'on a signé un serment d'Hippocrate, prêté un serment d'Hippocrate, que moi j'appelle un serment d'hypocrite le concernant, on peut rester neutre, on doit rester neutre, on doit se concentrer sur son métier, sauver des vies, c'est son rôle. Et quand il devient le porte-parole du Hamas, en disant du bien du Hamas, là il sort de son cadre. Voilà pourquoi je l'ai dit et je l'affirme, il est devenu un porte-parole du Hamas, et quand il rentre sur le plateau, il y a une faute professionnelle de la production de ne pas avoir prévenu non seulement les invités au préalable, pour savoir qui est Monsieur Pitti, les spectateurs qui sont autour du plateau et les téléspectateurs. Voilà pourquoi j'attends moi la réaction professionnelle, encore une fois, de Léa Salamé de sa maison de production. Moi, je pense que j'ai épargné dans mes critiques Léa Salamé parce que je pense pas cette situation doit plus l'embarrasser qu'autre chose, pour tout vous dire. Et ma conviction, c'est que je ne suis pas sûr qu'elle était au courant de qui était ce monsieur Pitti. Mais si. Écoutez, c'est une conviction que je peux avoir. Même, et ils sont amis, Raphaël Glucksmann et Pitti. Alors je suis naïf. Non, qu'est-ce pas que vous naïf. voulez que je dise? Il y a plein de gens qui peuvent ne pas être avoir les bonnes informations, mais qu'on me prouve alors vraiment que Léa Salamé a découvert Raphaël Pitti avant d'arriver sur le plateau, je pense que c'est impossible. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas eu de témoignage, il n'y a pas eu des excuses données par France Télévisions. Absolument. Et ça me paraît beaucoup plus important au moment où Delphine Ernotte est en train de passer, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'elle passe devant l'Arcom. Donc ça, c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait aucune excuse de France Télévisions. Il y a en tout et pour tout un tweet de quelle époque et de la production qui n'est même pas un tweet d'excuse d'ailleurs. Donc on attend toujours, pour la raison que vous avez dite, c'est que l'émission elle est forcément validée, contrôlée et donc diffusée par la direction générale. Absolument. Puisque cette émission, j'imagine que la direction générale regarde les émissions avant de les diffuser. Mais bon, c'était un week-end de pont, et là aussi, vous savez, parfois, il y a tout simplement de l'amateurisme ou de l'incompétence pour expliquer certaines choses. Excusez-moi, je parle aussi d'une autre journaliste comme Léa Salamé que j'aime beaucoup, Apolline de Malherbe, qui était présente. J'ai été extrêmement surpris, comme des millions de téléspectateurs, de voir son apathie devant les propos tenus à la fois par Ardisson et par Pitti. Je n'ai pas compris. Et ce qui est assez intéressant également, c'est que BFM, via la voix de Apolline de Malherbe, s'est excusée lorsque Alain Jakubowicz a comparé Jean-Luc Mélenchon à Goebbels. Donc là, il y a eu des excuses de BFM et d'Apolline de Malherbe, et effectivement, là, il n'y en a pas eu dans ce cas. Donc tout ça c'est intéressant parce que ça illustre la sphère médiatique dans laquelle nous sommes. C'est vrai que CNews est souvent attaqué, pour tout vous dire, souvent attaqué, et on reproche à CNews parfois un traitement de l'information. J'observe ce matin que ce dont nous parlons là, personne n'en parle. Il y a eu 28 chroniques sur France Inter ce matin, personne n'en a parlé. Vous imaginez si sur CNews se passait ce type d'incident? Toute la presse, il n'y a pas un mot dans Le Parisien, il n'y a pas un mot évidemment sur France Inter, il y a un mot nulle part. Donc ça pose quand même un problème de l'espace médiatique. Bonjour Sarah, vous nous appelez de Côte d'Azur. Oui, bonjour monsieur. Vous avez vu l'émission en direct peut-être? Excusez-moi pour mon accent américain. Je vous en prie. Est-ce que vous avez vu l'émission en direct peut-être? Oui, j'ai vu l'émission, mais j'ai coupé parce que j'ai trouvé ça inadmissible. Et j'en ai marre à chaque fois que je me retrouve par hasard, je vous dis par hasard parce que je regarde jamais normalement le service public, mais devant une émission, parce qu'il m'est arrivé aussi de regarder une émission récemment sur France 5. Je pense que c'est... non, c'est pas c'est politique, une autre, enfin... C'était surréaliste aussi. Je vous dis, c'était de la même veine. C'était aussi sur le conflit au Moyen-Orient, sur l'islam en France, tout ça et tout. Et alors là, j'ai entendu des propos surréalistes aussi. Bon, bref, je vous parle au sujet de Monsieur Ardisson. Pourquoi ce monsieur parle d'un conflit? Il n'a aucune information là-dessus. Il n'est pas professionnel. Enfin, je veux dire, d'où on peut entendre des choses pareilles. Alors, il a critiqué Monsieur Hanouna parce qu'il se mêlait de politique. Et lui, il fait pareil. Il s'est excusé les heures qui ont suivi. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Sarah, d'abord... Monsieur Pro, il a quel âge, Monsieur Ardisson? Il a 70 ans. Chacun peut faire des erreurs. Chacun peut faire des erreurs d'appréciation, d'autant que je le répète... Non, mais ça en fait beaucoup, là. Ça en fait beaucoup trop, des erreurs. Sarah, je vais vous dire, mon analyse, c'est qu'il a été influencé par un médecin qui était à côté de lui, et on lui a pas dit qui était le médecin.
Voilà. Et évidemment, il a regretté, parce que pour connaître Thierry Ardisson, on peut pas le soupçonner d'être antisémite, Thierry. Simplement, il a fait une erreur, bien évidemment. Mais Sarah, vous êtes une Française de confession juive, et ce que j'entends quand même dans ce que vous dites, et que j'entends beaucoup de mes amis français juifs, c'est que le service public a un traitement du 7 octobre, depuis le 7 octobre, qui peut de temps en temps, interroger effectivement nos compatriotes français juifs. Voilà, parce qu'ils ont le sentiment que on a oublié le 7 octobre, qu'ils ont le sentiment que c'est le Hamas quand même qui est responsable de la situation. Alors bien sûr, on peut et on doit critiquer Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Anne Sinclair le dit, dans la communauté juive, il y a des voix discordantes. Delphine Orviller a pris la parole, qui est rabbin, bien sûr. Il est même critiqué en Israël, Benjamin Netanyahou. Mais le Hamas a aussi une part de responsabilité sur ce drame humanitaire. Et c'est ça peut-être qui n'est pas toujours rappelé, chère Sarah. Alors, je vais vous dire, déjà, vous avez cité des voix qui sont des voix de gauche, uniquement. Oui, en Israël, c'est comme en France, c'est la même donne. Il y a la gauche et il y a la droite. Et la gauche détient quasiment tous les médias. Donc, ils sont contre Netanyahou. Ma famille est en Israël, je vais tous les ans en Israël, mon mari est israélien, donc je peux vous dire que c'est la même chose. Ils détiennent les médias et ils font une propagande surtout anti-Netanyahou. Voilà. Le conflit, c'est peut-être pas ce qui les anime le plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de pouvoir avant tout. Et ils sont contre Netanyahou. Alors ils vont tout dire et tout faire pour qu'il tombe. Comme en France, comme avec Trump, c'est le même système, c'est la même méthode. Donc, non, mais dire par exemple que pour Benjamin Netanyahou, sur le service public, ce sont nos impôts. C'est inadmissible d'entendre ça sur le service public. Qu'ils fassent ça dans leur petit coin de bobos gauchistes qui débattent entre eux sans avis contraire de leurs idéologies gauchistes, ça... tant mieux pour eux, ils ont le droit. Mais qu'ils l'imposent sur le service public à des gens qui ne sont pas d'accord avec eux et qui paient des impôts, je trouve que c'est inadmissible. C'est de la propagande anti-Israël. En tout cas, c'est des Sarah, mensonges avant tout. Ce sont des mensonges, monsieur Prost. En tout cas, Sarah. Ce sont des... Moi, mon père, il a fait la guerre. Mon père, il était juif, il était français, il était juif, et il a fait la guerre en 39-45. Heureusement qu'il n'entend pas de telles comparaisons avec Auschwitz. Heureusement. Non mais c'est Sarah, inadmissible. Israël, c'est un refuge pour ceux qui sont sortis de Auschwitz. Sarah, j'entends d'abord ce que vous dites, j'entends votre émotion, bien évidemment. La liberté d'expression, elle est totale. Donc, à mes yeux, on peut avoir le droit d'avoir cette position-là. Simplement, le téléspectateur, d'abord, il doit avoir la contradiction sur le plateau, et ensuite, le téléspectateur doit savoir d'où et qui parle. C'était cela l'angle que je mets en place pour attaquer cette émission. Après, la liberté d'expression, au nom de la liberté d'expression, on a le droit, évidemment, de critiquer Netanyahou, d'avoir même de défendre le Hamas, pourquoi pas. Moi, à partir du moment où les positions, c'est ce que fait d'ailleurs la France Insoumise régulièrement, il n'y a pas de point de vue-là, d'ambiguïté quand on sait d'où on parle. C'est-à-dire que ce monsieur parle effectivement comme un militant politique. Franck Tapiro, vous avez écouté et peut sans doute réagir. Il y a juste un souci que je partage totalement avec cette dame, c'est que on essaie de faire passer, je vais utiliser une expression qui malheureusement va résonner chez vous, on essaie de faire passer le 7 octobre comme un point de détail dans l'histoire entre Israël et les Palestiniens. Et ça, c'est ignoble. On minimise le 7 octobre comme si, bien entendu, Israël l'avait bien cherché bien longtemps avant. On minimise ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est, pour nous, un jour de Shoah. Oui, on a comparé ce jour-là à la Shoah. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intention génocidaire absolue. Il suffit de voir les vidéos postées par les terroristes ignobles ou les monstres du Hamas. Donc oui, c'est exactement là-dessus que madame réagit, parce que dans certaines émissions, on a tendance, d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé, Raphaël Pitti commence par dire, et il l'a déjà dit chez Jean-Jacques Bournas à Sud Radio l'an dernier, le 7 octobre finalement, c'est un point de détail. Ça fait bien longtemps que le Hamas se prépare et que le peuple palestinien attendait de relever la tête. Donc on oublie complètement. Et à force d'enlever, de désessentialiser le 7 octobre, on oublie que
c'est une guerre de riposte d'Israël, légitime, pour assurer sa sécurité, mais surtout, un mot qui a été pratiquement oublié depuis des semaines, pour libérer les otages. Il en reste encore 21. Apparemment en vie, il y a un Américain qui a été libéré ce matin, tant mieux, mais n'oublions pas que ça n'aurait jamais commencé s'il n'y avait pas eu le 7 octobre et les otages. Et la guerre s'arrête le jour où le Hamas dépose des armes et rend les otages. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils n'ont pas intérêt à arrêter la guerre. Le Hamas est en train de gagner, entre guillemets, d'un point de vue symbolique, en disant on a montré à Israël qu'on pouvait les surprendre le 7 octobre et gagner avec une guerre d'usure. Ils sont en train de recruter aujourd'hui comment? L'aide humanitaire, comment est-ce qu'ils la détournent? Ils la détournent et grâce à cela, parce qu'ils la revendent à prix d'or, vous le savez, à la population, ils arrivent à recruter des nouveaux combattants, enfin, des terroristes du Hamas, pour les payer. Donc en fait, ils détournent l'aide, ils la revendent, et c'est comme ça qu'ils recrutent des terroristes. Donc encore une fois, quand on n'entend pas cette vérité, d'abord c'est de l'information, on se dit que c'est partial, on se dit que toute l'information n'est pas traitée et qu'il y a un angle. Je vous propose d'écouter un dernier mot de Thierry Ardisson qui avait parlé de Jérôme Guedj dans cette émission. On est dans un pays où le député Jérôme Guedj se fait jeter d'une manifestation sous prétexte qu'il est juif. Enfin, je veux dire, on est à Berlin en 1930. Moi quand j'ai viré Dieudonné, donc c'était en 2004, Valls a arrêté ses spectacles en 2014 à peu près. Mais vous vous rendez compte ce que c'est devenu aujourd'hui? Et avant de marquer une pause, je renvoie une excellente tribune de Charles Rogeman dans la tribune juive. Vous pourrez lire des mots extrêmement intéressants. Il dit: on ne peut rien comprendre aux réactions d'une partie du monde juif contemporain sans regarder en face un paradoxe aussi ancien que ravageur, celui d'un judaïsme qui rêve de pureté dans un monde qui ne lui a jamais accordé le droit d'exister. Un judaïsme sans main est un judaïsme mort, écrit-il. Il évoque Delphine Horviller dans une tribune récemment publiée. Elle incarne cette tendance avec une éloquence qui fascine, d'autant qu'elle désarme. Face au bombardement à Gaza, face aux accusations de crimes de guerre, elle choisit de distinguer son judaïsme de celui des autres, de ceux qui soutiennent Israël dans l'épreuve, de ceux qui refusent de se dérober derrière une morale abstraite. Je ne vais pas vous lire l'entièreté de cette tribune, mais qui est tout à fait remarquable, de Charles Rogeman. Je vous lis quelques phrases pour finir. La tradition juive n'enseigne pas la pureté, elle enseigne la responsabilité. Elle ne dit pas de rester innocent, elle appelle à agir justement dans un monde qui ne l'est pas. Et cette justice-là ne consiste pas à accuser Israël avec les mots de ses ennemis, colonialisme, apartheid, génocide, mais à porter la complexité de son histoire, la légitimité de son existence, le droit de ses citoyens à vivre. Voilà cette tribune juive, et Charles Rogeman, on va essayer de le recevoir pour tout vous dire cette semaine. Je remercie Sarah qui était avec nous et on a compris votre émotion. Sarah, cette période est tellement difficile, tellement tendue, tellement horrible, que on voit bien que sur ce sujet-là, on a atteint un point de non-retour et qu'il est très difficile simplement de pouvoir dialoguer. Merci à Franck Tapiro.